Chers internautes, bonjour et bienvenue dans les entrevues de Patoun. Aujourd'hui, nous allons recevoir un hypnothérapeute spécialisé dans l'arrêt du tabac. Est-il possible de vraiment s'arrêter de fumer en faisant appel à l'hypnose? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo avec notre invité du jour. Je reçois Jean-Marc Bonin. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Patricia, bienvenue à tous. Merci Jean-Marc de participer à cette émission. Eh bien, c'est moi qui te remercie de ton invitation. Jean-Marc, est-ce qu'il te serait possible de te présenter, s'il te plaît? Alors, Jean-Marc Bonin, praticien en hypnose, praticien en PNL. J'habite à Lancieux, et juste à côté de Saint-Malo, en Bretagne. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 petites filles, et puis j'ai 51 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette profession? Alors, sans doute différents facteurs. Déjà, le premier, mes expériences de vie familiales, qui m'ont amené avec ma femme à prendre conscience que certaines de nos difficultés peuvent être résolues simplement en faisant appel à des thérapies brèves, quel que soit le type de thérapie. Et puis des raisons professionnelles liées à des problèmes de santé qui m'ont obligé en quelque sorte à arrêter mon métier de chef d'entreprise pour prendre soin un peu plus de mon corps. Et puis un autre grand facteur, ma curiosité, parce que j'aime comprendre les choses et surtout comprendre comment notre conscient, notre mental fonctionne et nous oblige parfois à mettre en place des scénarios, des événements qui vont contre notre volonté. Quelle formation as-tu suivi? Alors j'ai commencé tout en étant chef d'entreprise depuis 2016 à me former à l'hypnose ericksonienne par le biais du centre de formation Synapse, qui fait partie d'une fédération française d'hypnose et de thérapie brève. Et donc j'ai suivi tout un cursus de technicien, de praticien en hypnose. Donc je suis praticien depuis 2017 en hypnose. Je suis praticien en PNL, programmation neurolinguistique, depuis 2020. Je suis aussi praticien en hypnose spirituelle et symbolique, qui correspond à des types de croyances ou des présupposés différents, avec aussi une formation de spécialisation en tabac. Et puis, bien avant, il me semble que ça devait être en 2008 ou 2009, j'ai commencé à faire du Reiki, à m'intéresser à toutes ces énergies qu'on peut ressentir par intuition, par une petite voix, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais ce fluide, en fait, qui peut nous amener certaines compréhensions. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'hypnose, comment et pourquoi ça marche? Alors, il faut savoir qu'au quotidien, chacun d'entre nous vit 3 ou 4 périodes d'hypnose ou d'état modifié de conscience dans sa journée. On ne s'en rend pas compte, c'est complètement naturel. Donc on peut s'en apercevoir quand on lit un livre, par exemple, et qu'on tourne les pages sans savoir ou se rappeler de ce qu'on a lu. On a l'impression d'être ailleurs. Ou alors quand on conduit et qu'on fait toujours la même route au quotidien et qu'on s'aperçoit qu'on est rendu à un certain niveau de notre destination sans avoir vu la maison ou le poteau téléphonique habituellement. Et on est en mode automatique, pilotage automatique. Donc c'est pour ça que l'hypnose fonctionne, parce que c'est un élément naturel. Donc lorsqu'on est accompagné par un thérapeute ou un praticien, il nous permet simplement de nous mettre en auto-hypnose. Donc on parle d'hypnose, mais c'est simplement l'accès à l'auto-hypnose accompagné par quelqu'un. Et on a des présupposés en hypnose, c'est-à-dire qu'on a 2 parties en nous qui existent. Une partie consciente, celle qui analyse, qui critique, qui calcule, qui fait entre 10 et 20% de ce que l'on fait au quotidien.
et une deuxième partie beaucoup plus conséquente, la partie inconsciente, qui fait tout le reste, c'est-à-dire qui permet à tout l'organisme de fonctionner, au cœur de battre, les poumons de respirer, et éventuellement tout ce qui est réflexe, mais aussi de se rappeler de tous les événements qu'on a vécus depuis notre naissance, et de toutes les décisions qui ont été prises, la mémoire, et ainsi de suite, toutes les croyances, les peurs. Et cet inconscient, on s'en aperçoit quand on s'y intéresse, a d'énormes facultés et d'énormes ressources. Il suffit simplement d'aller lui parler par le biais de l'hypnose, de l'état modifié de conscience, pour reprogrammer ou engrammer, lui demander de faire les choses différemment ou de comprendre pourquoi certains schémas se sont mis en place depuis notre naissance pour accéder à d'autres objectifs. Comment bien choisir son hypnothérapeute? Alors, je ne sais pas, il faut déjà, lors du premier entretien téléphonique, essayer de savoir s'il y a une connexion, se faire confiance, parce que chaque hypnothérapeute ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, c'est un peu du feeling, de l'intuition. Et puis, peut-être aussi regarder quel type de formation il a suivi et dans quels endroits, dans quelles écoles. Est-ce que ces écoles sont référencées au niveau national, éventuellement international, ce qui est un gage quand même de formation et de cursus adapté pour des thérapies brèves. Quel type de fumeur s'adresse l'hypnose? Alors, en fait, tout le monde peut s'intéresser à l'hypnose, comme tout autre moyen. Il faut surtout être motivé pour pouvoir accéder à ce sevrage tabagique. Parce qu'une personne qui vient pour essayer l'hypnose pour arrêter de fumer, qui n'est pas complètement convaincue ou motivée, ça ne fonctionnera pas. Nous, on est là pour accompagner, pour éventuellement reprogrammer 80 à 90% de l'être inconscient. L'inconscient va comprendre les nouveaux schémas. Mais si derrière la partie consciente, la volonté n'est pas là d'accepter les nouveaux schémas, ça ne va pas fonctionner. Alors, il y a différents groupes de fumeurs. Et on en distingue souvent, nous, 4. Il y a ce qu'on appelle les fumeurs un peu uniques, qui fument que pour le plaisir, au gré des envies. Certains autres, c'est plutôt social. Ils se laissent influencer. Ils sont dans des groupes, à l'apéro, par exemple. D'autres, ce sont des routiniers. C'est-à-dire, à 7h30, après le café, il faut prendre une cigarette. Ensuite, à la pause, à 10h30, 11h avec les collègues. Puis ensuite, avant le repas, les routiniers. Et le dernier groupe, ce sont les invétérés. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la cigarette à la bouche. On rencontre souvent ces gens-là dans le BTP. Les maçons qui ont une tâche, ils ont une cigarette qui sont allumées là, et elle est même parfois éteinte dans la bouche, mais voilà, il y a un temps de contact avec la cigarette. Donc tout le monde peut être concerné. Et l'hypnose peut fonctionner pour ces 4 groupes de personnes? Oui, tout à fait. Alors on va chercher des origines différentes par rapport à ce fumeur, parce que la spécialisation que j'ai faite permet vraiment d'aller cibler chaque origine pour chaque personne. Tout le monde ne fume pas pour les mêmes raisons, je viens de le détailler. Et on prend souvent en compte, en plus, grâce à l'hypnose et à la façon dont moi j'accompagne les gens, 4 raisons ou origines différentes de la problématique. Alors, j'aime pas tellement utiliser la problématique, je dis plutôt que c'est un challenge, une expérience que l'on doit vivre dans cette vie-là et qu'on doit relever. Alors, soit on arrive à accéder à la victoire, au sevrage tabagique ou pas. Et dans ces 4 raisons ou origines, on peut dire qu'il y a parfois une origine biologique qui est un peu médicale. Donc ça, on dit bien sûr à toutes les personnes qu'on accompagne que s'il y a un traitement d'origine médicale, il faut le poursuivre. On n'est pas là, nous, pour dire si c'est bon ou mauvais médicalement. Donc on ne s'occupe pas de ce terrain-là. Mais les 3 autres, il peut y avoir des raisons sociales, familiales et environnementales. La famille, la société, l'entreprise dans laquelle on se situe. Il peut y avoir donc aussi des raisons inconscientes ou psycho-émotives, psychodynamiques. Ce sont toutes les pensées et sentiments qui ont évolué depuis notre naissance, avec lesquels on se sont construits. Et la dernière origine, ce sont des origines des fois rationnelles.
Par exemple, on peut se dire que dans notre famille, mon papa, mon grand-père fumaient, donc c'est normal que je fume. Et il suffit simplement d'amener un peu de rationalité à la personne, de lui dire non, ça peut peut-être se passer autrement pour que ça change. Et pour quelqu'un de convaincu qui vient te voir vraiment très motivé, en combien de séances peut-on régler l'arrêt du tabac? Alors aujourd'hui, moi je pratique sur 2 séances. J'envisage de passer à 3 parce que la première séance dure environ 3h30, 4h. Elle est là pour, dans un premier temps, donc discuter avec la personne, comprendre pourquoi elle fume par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Ça dure pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. On lève par des jeux de questions, des réponses qui viennent titiller certaines émotions et puis certains souvenirs qui vont d'ailleurs inciter parfois la personne à revenir pour autre chose nous voir, pour traiter sur un abandon ou sur la peur d'un échec ou quelque chose. Bon, on peut lever plein de choses comme ça. Donc, une première demi-heure sur lesquelles c'est des questions-réponses. Ensuite, une période de 2 heures ou 2h30 où on vient casser vraiment toutes les croyances qui sont liées au tabac, tout autour du tabac. Le fait de se dire qu'on est addict à la cigarette, par exemple, alors que c'est faux, ça a été prouvé depuis très longtemps qu'il n'y a aucune addiction possible, puisque chaque fumeur qui prend par exemple l'avion pour faire un vol de 12 heures peut s'arrêter pendant 12 heures de fumer. Bien sûr, il va sortir de l'avion, il va aller fumer très rapidement. Mais quelqu'un qui fume par exemple toutes les 1h30, il est capable de se retenir toute une nuit aussi. Alors que quelqu'un qui prend des drogues dures, la nuit, il est obligé de se réveiller. Donc, il n'y a pas d'addiction. On vient casser toutes ces croyances-là. Et puis, on va aussi démontrer comment les fumeurs, entre guillemets, sont manipulés. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Ils sont carrément manipulés par tous les lobbying pharmaceutiques et tous les fabricants de tabac. Et la deuxième séance, qui est une semaine après la première, dure 1h30. Et là, on vient reprogrammer l'inconscient avec une séance d'hypnose. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais lors de la première séance, on termine toujours par une petite séance d'hypnose d'une demi-heure, 30 minutes, pour déjà montrer à la personne ce qu'est l'hypnose et comment on arrive à se mettre en état modifié de conscience et de détente pour se préparer à la deuxième séance et d'augmenter le capital confiance en fait. Bien sûr, pour savoir si la personne est vraiment motivée entre les 2 séances, on donne aussi des petits travaux à faire, des petites choses à remplir, surveiller des consommations, de façon à ce que la personne rentre vraiment dans ce schéma dynamique pour elle-même. On veut vraiment lui faire confiance, enfin lui faire confiance bien sûr, mais prendre conscience que c'est elle qui est actrice, et pas nous. On est là en tant qu'accompagnant. Et avant de démarrer la séance d'hypnose pour l'arrêt du tabac, est-ce que tu as été amené à régler autre chose avant justement cette étape? Jusqu'à aujourd'hui, non, parce que dès le premier coup de téléphone, donc le premier échange avec la personne que je vais accompagner, donc on cible déjà quelques questions. On envoie aussi des documents juste après le premier coup de téléphone de façon à programmer 15 jours après la première séance. Donc en principe, je n'ai pas besoin de tout ça. Par contre, on vérifie toujours en début de séance, à la première rencontre, que l'objectif est bien là, le sevrage tabagique. Si au bout de 15 minutes de questionnement, la personne me dit non, c'est peut-être encore trop tôt, je ne suis pas complètement prête, on peut effectivement travailler sur autre chose. Par exemple, ça peut être lié à un deuil, savoir que la cigarette, le fait de fumer régulièrement rappelle une personne ou la personne qui fumait avant. Il y a plein de schémas qui peuvent se mettre en place comme ça inconsciemment. Aujourd'hui, je n'ai jamais été amené à faire ça. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt après du sevrage tabagique, de revoir les gens qui viennent pour travailler sur autre chose.
Oui, il peut être amené à, par exemple, consommer beaucoup plus de sucre qu'avant, ou est-ce que tu vois ce Alors genre de... ça, la gestion du sucre, on la gère en même temps que le sevrage tabagique. Parce que souvent, la peur, surtout des fumeuses, c'est de prendre du poids après le sevrage tabagique. Il faut savoir que dans les cigarettes, il y a plein de produits qui sont disséminés à l'intérieur, dont du sucre. Et c'est pour ça que certains fument énormément dans la journée, entre 10 et 20 cigarettes. Parce que le sucre permet, c'est un booster en fait. Et comme certaines personnes vont manger du sucré. Et le corps réclame la cigarette. Donc on le traite en même temps. Et il est juste normal, après un sevrage tabagique, et ça se prouve physiologiquement, que la personne prenne environ 2 kg, 2,5 kg. Tout simplement parce que le corps ne fournit plus autant d'énergie pour éliminer tous ces produits chimiques qu'il prend après avec chaque cigarette. Et donc, comme le corps utilise moins d'énergie, eh bien, il y a une prise de poids de 2 à 2,5 kg. Mais en principe, oui, les personnes chez nous, avec l'utilisation de l'hypnose que l'on fait avec le sevrage tabagique, la formation que l'on a, et bien sûr toutes les recherches que je fais depuis, ne prennent pas de poids, en fait. Ils se stabilisent. Et j'en ai même qui en perdent, parce qu'on déclenche aussi des fois la volonté de se remettre au sport, parce qu'on travaille aussi sur ce point-là. Par quoi on peut combler le bénéfice de la cigarette, parce qu'un fumeur cherche un bénéfice avec la cigarette. Donc on peut le combler par le fait de faire du sport plus régulièrement, éventuellement. Et est-ce que tu fais systématiquement un suivi après la fin de la séance? Alors oui, je prends toujours des... Alors je dis souvent qu'après la deuxième séance, parce que la première séance c'est l'amorce, après la deuxième séance, je prends toujours des petits renseignements par SMS ou par téléphone ou par mail. Je m'adapte en fait à la personne par son moyen de communication pendant 15 jours. Alors je prends au moins 2 fois des nouvelles et ils savent très bien à la fin de la première séance que c'est un peu comme au baccalauréat, eh ben, il y a une chance au repêchage. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, si le sevrage n'est pas atteint à 100%, parce que des fois la dernière cigarette peut traîner hein, un peu comme si on avait un doudou qu'on a du mal à lâcher hein, quand on est enfant, et bien au bout de 15 jours, on a une séance de rattrapage. Et en principe, ça suffit. On arrive à un taux aujourd'hui, après deuxième séance, un taux de réussite de 75%. Et à 2 ans, parce que c'est surtout ce taux-là qui est intéressant, à 2 ans, on arrive à un taux entre 35 et 40%. Tout simplement parce que peut-être aujourd'hui, avec les 2 séances que l'on fait, on va peut-être pas chercher assez les origines ou les risques de rechute émotionnelle, c'est-à-dire eh ben, la personne, si elle s'est vue plus jeune fumer une cigarette lors d'un deuil, eh ben, si elle a un deuil très proche à vivre, eh ben, peut-être qu'elle reprendra facilement une cigarette pour trouver un peu de réconfort. Et ça, parfois, on passe à côté parce qu'on a que 2 séances. Alors, il suffit que la personne revienne nous voir. Et là, on ne travaille plus sur le sevrage tabagique, mais on travaille sur le deuil. Et ça permet d'éliminer justement ce résidu. Qu'est-ce que tu penses des séances d'hypnose en groupe? Sur le sevrage tabagique, je ne le fais pas. J'ai déjà eu la demande hein, pour un couple qui voulait arrêter de fumer en même temps. Lui était fumeur de 30 cigarettes jour, elle de 15. Et les enfants les poussaient un peu à arrêter. Elle me paraissait beaucoup plus motivée que lui. J'avais un doute sur lui. Ils voulaient faire les séances ensemble. Et je lui ai dit non, vous ne fumez pas pour les mêmes raisons. Donc je n'aurai pas le même discours avec vous. Et j'irai pas chercher les mêmes émotions. D'autant que je peux en plus réveiller chez vous des expériences qui sont assez fortes et que je devrais traiter aussitôt. Et je ne pourrais pas le traiter si vous êtes 2. Je préfère vous accompagner individuellement. Et j'avais plus de peur quant à la réussite pour lui, parce que lui était dans le monde professionnel, chef d'équipe, et il y a d'énormes traditions au travail. C'est quand on accueille les salariés ou les collaborateurs le matin, il faut fumer une cigarette, il faut faire le plan, enfin le planning de la journée, et il y a plein de rituels comme ça. Et en fait, ça fait 9 mois là qu'ils ont arrêté tous les deux. J'ai déjà vu il y a 15 jours, tous les deux, aucune envie, et ça se passe très bien. Donc je préfère faire individuel pour la cigarette.
Pour d'autres thématiques, oui, on peut faire des séances d'hypnose, relaxation, liées peut-être avec un schéma méditatif ou d'apprentissage à l'auto-hypnose pour se faire ses propres séances. Mais en tabac, non. Je ne suis pas favorable à ça. Moi. Autant, à un moment donné, je ne voulais pas le faire en visioconférence, en distanciel. Et puis, avec le Covid, je me suis adapté et je m'aperçois que j'ai, à la rigueur, de meilleurs résultats à distance parce que la personne, reste chez elle, dans son confinement, dans ses habitudes, et en pleine confiance. Elle ne sait qu'il ne peut rien lui arriver en totale sécurité. Et elle se lâche encore plus. Et est-ce qu'il existe des contre-indications, des mises en garde? Aujourd'hui, non. Alors, je suis parti d'un groupe, d'hypnothérapeutes spécialistes du sevrage tabagique. On a relevé aucune incidence au sevrage tabagique. On sait qu'il y a des petits événements après l'arrêt du tabac ou pendant le sevrage tabagique qui arrive. Par exemple, au départ, des maux de tête liés au fait qu'on arrête le sucre peut-être ou la nicotine. La nicotine, c'est le lien qui part le plus vite. Ça dure que 48 heures en fait, la nicotine. Ce sont les autres types de dépendances qui sont comportementales ou psychologiques qui sont plus dures à enlever. Alors on peut avoir, j'ai eu une fois un client aussi qui était un très gros fumeur, c'était 2 paquets par jour, qui a eu des saignements au niveau des gencives. Ça l'a inquiété, mais ça a duré 15 jours. Bon, voilà, donc des maux de tête, des saignements, et bon, voilà, c'est tout ce qu'il peut y avoir. Eh bien, Jean-Marc, l'entrevue commence à toucher à sa fin. Est-ce que tu as des actualités à nous transmettre, à nous partager? Alors, dans 15 jours, 3 semaines, là, on a l'ouverture d'un nouveau cabinet que je vais partager avec ma femme. Parce qu'aujourd'hui, on partage un cabinet à deux, donc c'est un peu compliqué. On va avoir chacun notre petite pièce. J'envisage dans un futur assez proche, peut-être de faire des mini-formations, alors peut-être pas sur l'arrêt du tabac, parce que je ne me sens pas encore prêt, mais une mini-formation sur l'auto-hypnose, par exemple. Faire connaître par un autre biais aussi l'hypnose spirituelle symbolique, pour ceux qui ont d'autres croyances ou d'autres présupposés, parce qu'elle est très intéressante à utiliser, elle est beaucoup plus rapide que l'hypnose ericksonienne. Donc, faire connaître un peu plus cette hypnose-là. Voilà, et puis répondre aux sollicitations, peut-être faire des conférences si jamais j'ai des personnes qui veulent entendre parler d'hypnose ericksonienne, de sevrage tabagique, d'hypnose spirituelle symbolique, voilà, tous ces schémas-là. Alors, je précise que je mettrai les liens dans le petit texte qui accompagne la vidéo, si toutefois les gens souhaitent te joindre. Merci beaucoup. Je souhaite t'exprimer toute ma gratitude, Jean-Marc, pour cette interview bienveillante au travers de cette dédicace de Sonia Lasseni. Observer un coucher ou lever de soleil, c'est s'abandonner quelques instants dans un état d'hypnose subjugué. Qu'en penses-tu? Eh bien, ce coucher de soleil, on le reprend comme image métaphorique dans les suggestions quand on accompagne quelqu'un. C'est la cigarette qui s'éteint définitivement et qui ouvre d'autres perspectives derrière. Et puis, au-delà de ça, le coucher de soleil, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau et non pas la fin de quelque chose. Pour simplement rester dans du positif et surtout avoir des objectifs dans la vie de façon à se nourrir au quotidien et d'avancer. Un beau message d'espoir. Merci beaucoup Jean-Marc et belle continuation. Merci Patricia. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez contacter Jean-Marc Bonin via son site internet arrêterdefumerdurablement.fr. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.